Au début du XIIe siècle, une forte croissance démographique oblige les seigneurs de la région à construire des villes nouvelles, appelées bastides. Christian Pierre a donné rendez-vous à Daniel Brier, guide conférencier de Villefranche de Rouergue, sur le pont des Consuls à l'entrée de la ville. Monsieur Brier, je suppose. Bienvenue à Villefranche de Rouergue. Villefranche de Rouergue qui est la perle du Rouergue, patrimoine tout à fait exceptionnel de cette bastide du XIIIe siècle. Daniel veut nous faire embrasser d'un seul coup d'œil l'ensemble de la ville. Alors il nous emmène en haut du clocher de la collégiale Notre-Dame. Et pour arriver là, bien sûr, on a quand même dû monter 162 marches. Ouais, mais pour être accueilli par l'Abilo Francato, l'hymne. L'hymne occitan de Villefranche de Rouergue, qui est joué par le carillon, quoi. Ça, c'est fabuleux. On est là sur les hauteurs, on peut dominer, bien sûr, Villefranche de Rouergue. Alors le marché, bien sûr, le célèbre marché de Villefranche, un des plus grands marchés de Midi-Pyrénées. Et on a conservé cette tradition ici de vendre sur la place centrale plutôt les produits locaux. Tous les autres produits qu'on trouve traditionnellement sur le marché seront vendus dans les rues adjacentes. Ces bastides, dès le Moyen-Âge, les producteurs d'écosses vendaient fromage, viande et céréales, quand d'autres, venant de lieux plus pauvres, approvisionnaient le marché en légumes, châtaignes et pommes de terre. Le castagno, le rascalou, les nuges, le moucharous. Ah, vedi où es-tu, così basse? Il faut le poutou. Parce que tu vois, il faut montrer que quand même on est ouvert en Rouergue, quoi. Ça fait le contrôle. C'est de l'ail de Lozerte, ça. Ou de l'Aumagne. Non, c'est des caussades, c'est pas des Lozerte. Ah, voilà. L'al de Causado. C'est des produits locaux aussi. Et la cebo tavé. Oui, tous des caussades. Ah bon, c'est de la qualité, quoi. Villefranche de Rouergue a été fondée en 1252 par Alphonse de Poitiers, comte de Toulouse et frère du roi Saint-Louis. Daniel, notre guide, nous emmène dans un bâtiment exceptionnel situé au cœur de la ville et qui symbolise la richesse des marchands de l'époque. C'est le monastère de la Chartreuse Saint-Sauveur. Il a été construit grâce au don d'un riche négociant en drap. Alors là, où est-ce que nous allons? Là, on va aller donc voir le petit cloître. Ici vivaient des moines ermites. 2 cloîtres les abritaient en les isolant les uns des autres. Les moines et les pères de ce monastère respectaient une discipline sévère, isolement, vie contemplative et silence absolu. Alors pourquoi 2 cloîtres? Alors parce que dans une chartreuse, les cloîtres ont une fonction bien précise. Le petit cloître qui distribue les pièces qui sont autour, c'est la fonction d'un couloir. Et le grand cloître qui va distribuer les petits ermitages dans lesquels les pères chartreux habitaient seuls, en silence. Et alors ça, c'est quoi? Alors ça, c'est l'ermitage du sacristain. Le sacristain qui est un personnage très important dans la Chartreuse, mais qui est aussi un père et qui est aussi un contemplatif et qui va rester aussi dans son ermitage. Et on voit cette frontière infranchissable qu'il y a donc entre le monde sacré des pères et le monde profane des frères, puisque quand les frères amènent les repas au père, eh bien ils passent les repas par ces passe-plats qui sont donc en angle droit pour éviter la communication entre les personnes. Ils ne peuvent pas se voir là. Ils ne se voyaient pas, ils ne se parlaient pas, c'est vraiment une frontière infranchissable entre ces deux mondes. Et après, donc, on accède au... Alors bien sûr, là, depuis le petit cloître, on va passer donc au grand cloître. Avec une fonction là aussi tout à fait particulière, ce cloître qui lui donc a la fonction de distribuer les petites maisons qui étaient autour, ces petits ermitages dans lesquels les pères habitaient seuls, donc, et en conservant bien entendu le silence. Mais avant de quitter Villefranche, ne ratez pas l'un de ces joyaux, la chapelle des Pénitents Noirs. Magnifique chapelle baroque, elle cache un intérieur richement peint et sculpté.
histoire qui a marqué profondément la ville, celle du cuivre. Au XIIIe siècle, la riche clientèle de cette ville nouvelle, composée de marchands, avait besoin de chaudrons et autres récipients. Christian Pierre nous emmène dans la vallée du Lézert visiter un martinet, un petit moulin qui utilise la force hydraulique et servait autrefois à la fabrication d'objets en cuivre. En 1994, une association d'habitants de la vallée prend la décision de reconstruire l'un de ces martinets. Claude Augustin et ses amis, après des années de travail, font visiter aux touristes de passage le martinet de la Ramonde. Voilà, donc ici nous avons le martinet. Alors là, avant de passer là-dessous, Alors ici vous avez la forge, le système est simple, on chauffe les pièces, 750-800 degrés. Et à partir de ce moment-là, voyez-vous, on peut la travailler comme on veut, puisque le cuivre est très mou et on peut en faire ce qu'on veut, on le façonne comme on veut. Le travail des martineurs, faire des formes que les chaudronniers transformaient en seaux, marmites ou casseroles. là c'est encore chaud là, il ne faut pas le prendre avec les doigts là. Non, il ne faut pas le prendre avec les doigts. Non, il faut éviter. Dans quelques minutes, oui. Dans Ah quelques bon, minutes, d'accord. voilà, oui. Et comment vous trouvez la température là? C'est À la couleur. Ah, Rouge cerise. Pour arriver à être martineur, il fallait 7 ans d'apprentissage. Il fallait savoir lire, écrire et compter déjà. Là, on est à peu près une cadence de 60 coups à la minute. Il faut savoir que nos ancêtres avaient des cadences de travail beaucoup plus importantes que les nôtres et beaucoup plus efficaces, puisque eux, ils tournaient quasiment à 150 coups à la minute. Voilà. Continuons notre périple vers l'est du département pour admirer une merveille naturelle de l'Aveyron. Une formation géologique spectaculaire entaille le plateau du Causse. On l'appelle le trou de Bozoul. Vas-tu? Bon plan, et toi? Impeccable. Après, l'enfant du pays est toujours sur le pont là. C'est ça. On va attaquer cette petite visite. Ouais. Tranquille, là le beau temps, tout va bien. Ouais, Nicolas par où on Kessiol a On va grandi se à faire une petite Bozoul. vue plongeante Il sur le connaît trou, tous et les puis après, secrets on de ce descendra fabuleux canyon. directement dans le vif du sujet. La vue plongeante. La vue plongeante, c'est ça. Ouais. C'est pas un 20 mots là. Ouais. Alors là, c'est Sainte-Fauste. Eh oui. Ah ouais, mais on m'a raconté la légende là quand je faisais le cantou et il paraît que tout aquel trauc là, tout ce trou là, tout ça, c'est justement en relation avec l'église parce que le diable avait lancé un défi à la Sainte Vierge, il avait dit moi je vais te mettre par terre cette église là, ça me plaît pas, c'est pas possible. Et bien tu parles, il s'est mis au boulot là, il a creusé, même on voit encore les traces des arbres, des griffes là, voilà. Et alors la Vierge est embêtée parce qu'elle voyait que l'église était prête à tomber là. Alors elle a fait un coup, elle est allée, il y avait un coq à côté là, elle a tiré une plume du coq et le coq s'est foutu à chanter. Le coq chante et le jour se lève. Le diable a perdu la bataille. Ce diable qui tenait dans ses griffes la terre et les cailloux arrachés pendant la nuit, les déposa au loin. Et c'est pour ça qu'il y a une sortie de... la montagne. T'as du Causse. Ouais, du Causse du calcaire. C'est marrant parce que moi, on m'a donné une autre histoire, une Ah autre bon version. Ouais. Et on m'a dit que c'était le trou, le Dourdou, là, le ruisseau qui avait creusé le canyon. C'est des blagues ça. C'est une légende, ouais, personne n'y croit. Ouais, on m'a moi dit je te que- raconte la vraie histoire. hein. D'accord, moi on m'a dit que pendant des siècles, il avait raboté, creusé, éliminé la pierre, emporté tout vers l'aval et il avait fait ce fameux méandre là dans lequel il circule. Et combien de temps ça a pris ça? On parle de 200 millions d'années qui nous contemplent depuis le fond. Tu vois. Oui. Mieux que les pyramides. Ouais, j'y crois pas moi. c'est Moi non pas plus. possible, hein. Ça peut pas être ça. C'est forcément le diable. Ah ouais. En vérité, il semble que ce soit la rivière du Dourdou, aujourd'hui calme et tranquille, qui durant des millénaires a creusé cette gigantesque tranchée. Avec Nicolas, Christian Pierre traverse ces bois verdoyants, puis longe le Dourdou pour nous mener au bord du bourg d'enfer, un gouffre réputé insondable. Voilà le fameux gourd d'enfer. Le fameux gouffre réputé insondable. Maintenant qu'il est profond. Comme tous les gouffres d'ailleurs, hein, le gourd d'enfer, il doit arriver jusqu'au enfer. Mais en réalité, m'a-t-on dit, en occitan, on l'appelle le gourdifère. Le gourd, c'est un mot occitan qui veut dire gouffre. Et infer, ça veut dire inférieur, celui d'en bas, parce qu'il y en a au-dessus, il y en a d'autres. Donc c'était le gourd en dessous, inférieur, qui est devenu en français gourd d'enfer. D'accord. Voilà, Par étymologie, on a dit le côté infernal, alors qu'en fait. Bon, infernal, ça peut le devenir, hein, parce que quand le Dourdou il se met en crue, il est capable de devenir rouge de colère. En fait, il traverse des rougiers, donc il se colore en rouge. Voilà. Mais il est capable surtout d'avoir un gabarit 15 fois supérieur à ce que tu vois là.
Avant de quitter Bozoul, n'oubliez pas de passer au centre du village par le quilliodrome. Nous y retrouvons Christophe Recoul, instituteur du village et 3 fois champion du département de jeux de quilles de 8. Ici, petits et grands s'entraînent au jeter de boules et de quilles. Attention, amateurs s'abstenir. Voilà. L'origine, c'est quoi en fait? L'origine, c'est un jeu traditionnel qui se jouait sur les places de tous les villages de l'Aveyron, quasiment. Et il y a des compétitions qui se font dans tout l'Aveyron. C'est un sport, quoi. Voilà, c'est devenu un sport. C'est ce qui a sauvé le jeu, parce que le jeu traditionnel, ça aurait certainement périclité. Alors la particularité de ce jeu, c'est que la particularité, c'est qu'on joue avec une quille que l'on propulse avec une boule. Tu vois, une boule qui fait 5 ou 6 kilos. Ah ouais, quand même. Qui fait 28 cm de diamètre. Voilà. Et avec ça, on tape dans une boule. Tu peux essayer si tu veux. Attends, puis il te faut la tenir au milieu, comme tu dis. Ouais. Là, comme ça, mais je vais me prendre le pouce là. Mais non, tu vas la lâcher, tu auras peur. Ouais, tu parles, quoi. Voilà. Tu vois, c'est difficile. Il faut prendre de l'élan, tu comprends, tu prends pas d'élan. Ouais, c'est pas mal. Ouais, mais bon, quand même 3. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a un lieu dans le Rouergue occidental qu'il ne faut rater à aucun prix. C'est le village de Conques. Construit autour de son abbatiale, il fait partie des plus beaux villages de France. Son église, chef-d'œuvre de l'art roman, a été édifiée au XIe siècle pour accueillir les reliques d'une jeune martyre, Sainte Foy. Le tympan est considéré comme l'une des grandes œuvres de la sculpture romane par ses qualités artistiques et son originalité. Il représente le jugement dernier et comporte 124 personnages. Christian Pierre a eu l'autorisation exceptionnelle de rentrer dans la salle du Trésor pour admirer la pièce maîtresse, une statuette de 85 cm de haut, couverte de feuilles d'or et qui renferme les reliques de la jeune sainte. Une fois par an, le Trésor de Conques est sorti de sa salle. Une procession est organisée. Tout le village assiste au cortège de Sainte Foy qui va de la salle des trésors jusqu'à l'abbatiale. La statue restera exposée toute la journée avant de rejoindre sa vitrine blindée jusqu'à l'année prochaine. À l'intérieur de l'abbatiale, sous la voûte de 22 mètres de hauteur, Christian Pierre retrouve un des frères de la communauté de Conques, le frère Cyril. Frère Cyril, la procession de Chantefeuille de Sainte-Foy, qu'est-ce que ça représente ici à Conques? Elle date de l'époque où on a fait la translation de Sainte-Foy d'Agen à Conques, de ses reliques. Simplement, cette petite sainte a attiré beaucoup de pèlerins et les moines qui habitaient ce lieu ont pu construire une grande église de pèlerinage. Et la procession donc de Sainte-Foy, c'est le jour de la grande fête de son martyre, le 6 octobre, mais le dimanche après, et elle attire encore beaucoup de monde. Le frère Cyril nous fait un cadeau extraordinaire en nous permettant de monter dans le cœur de l'abbatiale. Nous avons la chance d'approcher l'œuvre d'un des plus grands créateurs contemporains. Est-ce que ces vitraux-là, ils ne sont pas médiévaux? Les vitraux, c'est l'œuvre de Pierre Soulages. Ils ont été posés dans cette église il y a un peu plus de 20 ans. Et ils ont remplacé des verrières polychromes. Mais là, on a des verrières sans images. Et la plupart des gens qui visitent cette église, la première rencontre avec l'église et les vitraux est un peu particulière. Et ils n'aiment pas forcément tout de suite l'œuvre des vitraux. Et peu à peu, s'ils fréquentent l'église matin, midi et soir, avec les couleurs du ciel, le soleil, la lune, donnent à voir dans l'abbatiale quelque chose de nouveau. Après l'art divin, les nourritures terrestres. Pour terminer notre visite en beauté, Christian Pierre nous offre une authentique
chaque soirée avéronaise. Au menu, châtaigne et accordéon diatonique sur un air traditionnel.